chers téléspectateurs, Sabah al-Khair alaykoum. Et me voilà aujourd'hui en train de faire cet exercice périlleux pour commencer cette matinale. Et nous allons avoir donc un menu vraiment très divers avec Monsieur Belbéchir du ministère de la Pêche pour revenir un peu sur la numérisation, suivi par Monsieur Rachid Benyoub, auteur de l'encyclopédie algérienne, en fait une œuvre majeure qui revient sur les aspects de l'histoire, de la culture algérienne. Et puis nous avons également la rubrique Road Safety Road, donc la prévention routière, on revient sur taxi sûr. Je pense que c'est sûr, hein, le taxi. Et puis, nous avons également d'autres invités de marque, avec notamment la prévention contre le cancer du sein, donc le mois rose avec Amine Azili, et d'autres invités concernant le sport, avec cette course internationale de notre invitée Saïda Younsi, donc une des pionnières donc, du marathon et de la course en Algérie, et également... on ne va pas oublier notre spécialiste maison du patrimoine, donc Samira Hadjamar, qui reviendra sur la poésie populaire à Djelfa, le Shi'r el-Melhoun. Donc, et sans plus tarder, nous allons aborder la page météo avec Miss Météo qui est là, qui nous réchauffe le cœur, et puis elle va nous dire tout sur la météo. Après le jingle. Après le jingle. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et nous voilà donc pour parler de la météo. Et ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et même l'eau est chaude en fait. Ah bon? Oui, oui, j'ai été à Bérar et puis à Intelgourek. J'ai piqué une tête et ça vraiment, je pense qu'on était en mois d'août, mais là c'est au mois d'octobre. Oui. C'est exceptionnel, oui, exactement. Oui, donc il va faire chaud, encore une fois. Alors, bonjour à tous et bon réveil. Donc, Météo Algérie prévoit de la brume en ce début de matinée près des côtes ouest, puis le ciel restera partiellement voilé tout au long de la journée, d'ouest en est, puis le ciel deviendra mais progressivement voilé à nuageux vers l'intérieur et le plateau de l'ouest. Et ces nuages peuvent donner quelques pluies parfois orageuses. La moitié sud est bien excepté des passages nuageux vers l'extrême sud, le Gartassili, le Sahara oriental. Et ces nuages vont évoluer en orage vers ces régions. Partout ailleurs, rien à signaler, le ciel restera plutôt dégagé, mais à noter, pardon, une vigilance orange concernant des pluies localement assez marquées et même parfois accompagnées d'orages vers le sud-ouest, plus exactement Béchar, Tindouf et Bni Abbas, où le cumul de ces pluies peuvent atteindre les 40 mm, donc soyez très très prudents. Concernant les températures, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va faire très très chaud au nord comme au sud. Bien sûr, on va commencer par le nord où le thermomètre indiquera 38 degrés, le maximum du côté de Tizi Ouzou, à Naba, 37 Alger, Oran, également Relizane, Chlef et Mascara, 35 Tlemcen, Guelma, 34 Constantine et Sétif, 33 degrés à Batna, 30 degrés à Djelfa, 28 à Al-Bayad. Au sud, eh bien, les températures vont baisser vers le sud-ouest, plus exactement Béchar avec 26 degrés également Bni Abbas, 27 à Tindouf, 34 degrés Gardaï à Tamanrasset, 33 à Biskra, 35 à Janet, 40 degrés Ilizi, Adrar, 41 Insalah, Timimoun, également Ingzam, et 42 degrés cette fois-ci vers Borj Bedjimourtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée, c'est pratiquement toutes les côtes d'ouest en est, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 40 km/h sur les côtes ouest. Les vents seront de secteur nord-est, 10 à 20 km/h sur les côtes centre, les vents seront de secteur sud-est, et 20 à 30 km/h sur les côtes est, et les vents seront de secteur est. Et bien sûr, en termes subleta cette fois-ci, avec l'éphéméride, pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h12. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi.
موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci Amel pour cette moi. page météo. Merci, Yazid. J'invite les amateurs de la photo de faire un peu de photos parce qu'il y a des paysages magnifiques. Et puis avec la température actuelle, et vraiment il y a des moments agréables et Exact. on peut prendre des photos surtout coucher du soleil, tout ça. Oui, C'est c'est magnifique. Ah et oui, puis nous aurons un invité sur Alir qui va parler qui a pris même des aurores boréales. Il va nous parler un peu de l'astronomie et la photographie. Ah, ça promet alors. Oui. Merci beaucoup. C'est moi, Yazid. À Et bientôt. puis, avant de rejoindre l'invité de la matinale, je vous laisse avec ces agréables images de notre pays. Et voilà, donc après ça. La musique. Bonjour, Monsieur Idir Belbachir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans l'invité de la matinale. Donc, vous êtes directeur des statistiques, des systèmes d'information et des études prospectives au ministère de la Pêche. Aujourd'hui, nous allons parler de la numérisation, qui est un atout majeur dans la dynamique du développement et dans la dynamique économique que nous vivons actuellement. Et le ministère de la Pêche s'est attelé à répondre à cette grande préoccupation, notamment en matière de la sécurité alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous parler, en fait, de la démarche du ministère et les objectifs de ce grand chantier de la numérisation? Bonjour Yazid. Eh bien, concernant la numérisation du secteur et la participation de notre secteur à cette démarche globale en Algérie, il faut le dire, nous sommes partis, on va dire, sur un mot d'ordre, c'est la numérisation au service du citoyen. Dans ce cadre, évidemment, plusieurs actions sont entreprises et des développements sont faits. Donc, dans un premier temps, essayer de faciliter l'accès à l'administration pour le citoyen. Et pour ce faire, plusieurs plateformes sont mises en place. Je vais en citer une ou deux juste pour illustrer mon propos. On va parler de la plateforme Tarkhis qui permet de faciliter l'autorisation d'importation de moteurs de moins de 5 ans inboard pour les navires de pêche. Alors, cette application va permettre, avant de commencer sur cet axe, il y a un fait qui est à établir, c'est que 42% de la flottille de pêche
marine nationale est en difficulté. C'est des pannes pour la plupart mécaniques. Et pour essayer de relancer cette activité avec des seuils respectables, donc pour augmenter la production en l'occurrence, nous avons fait en sorte, donc il y a un arrêté interministériel qui permet de faire cette importation. Donc une plateforme a été mise en place dans ce sens pour faciliter justement aux citoyens de soumettre leurs demandes. Et cette plateforme, je perds mes mots, hein, c'est un petit peu le trac. Oui. Donc cette plateforme... Enfin, nous allons revenir un petit peu sur toutes ces applications, toutes ces plateformes qui illustrent un peu cet engagement pour la numérisation. Il y a plusieurs plateformes, dont Al-Bahar, et je pense que vous allez nous expliquer un peu toute cette floraison de plateformes au niveau du ministère de la Pêche. D'accord. Donc, permettez-moi tout de même de revenir au sujet précédent. Donc, cette plateforme va permettre, Tarkhis va permettre aux pêcheurs ou aux détenteurs de navires qui ont des pannes mécaniques en fait, de remettre à flot et de remettre en fonction leur navire. Bon, je vais passer là-dessus. Il y a aussi la plateforme Al-Bahar, qui est une plateforme qui a été déployée par la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture, qui est dédiée aux adhérents à la Chambre et à l'ensemble des professionnels. Donc c'est un petit peu l'équivalent de la carte c'est un petit peu l'équivalent de la carte des agriculteurs, vous voyez. Donc ça ouvre droit aux adhérents à l'ensemble des services et conventions qui sont élaborés par la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture, et aussi des facilitations pour l'acquisition d'équipements notamment, et puis ça crée un réseau de contacts entre les professionnels. Voilà, ça c'est pour la plateforme Bahar. Il y a aussi d'autres plateformes qui ont été mises en place. Récemment d'ailleurs, toujours par la Chambre algérienne, ils ont mis en place une plateforme de collecte des préoccupations des citoyens. Donc c'est une plateforme qui est accessible à partir du site web de la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture, donc caparalgérie.dz. Et toujours dans le même sillage, il y a d'autres plateformes qui sont déployées cette fois par le ministère. Là, je vais vous parler un petit peu de tilapia, qui est un poisson d'eau douce à l'élevage intensif. Accessible aussi, dont le prix est très accessible. Exact, oui. Il y a entre 500 et 600 dinars le kilo. Et pour encourager aussi les agriculteurs qui souhaitent produire ce genre de poisson sur leur bassin, sur les bassins dont ils disposent, on a mis en place une plateforme EANA qui permet justement d'inscrire les personnes qui sont détentrices de bassins et qui souhaitent faire de l'élevage à leur niveau. Et comme vous le savez, il y a une loi, enfin un arrêté qui a été établi récemment qui octroie 50 dinars au kilo de tilapia produit aux producteurs pour ceux qui ont plus de 400 kg de production. Donc la plateforme est mise en place pour inscription, la déclaration, si vous voulez, de l'ensemencement qui est effectué sur les bassins et de prévoir une date ou un rendez-vous pour venir faire le prélèvement. Et puis c'est sanctionné par un PV qui ouvre droit à cette prime. Et celle-ci illustre très bien les facilités qui sont apportées aux citoyens. D'ailleurs, récemment, mon collègue a illustré ça par un exemple concret. On va parler d'un producteur qui se trouve à Janet et qui va déposer sa demande pour bénéficier de cette prime ou de cette aide à la direction de Wilaya, qui, elle, se trouve à Ouargla. On a fait la mesure, on est en train de parler de 1200 km. Alors, la démarche administrative classique consisterait à ce que le producteur se déplace à Ouargla, fasse sa demande, ensuite il va revenir chez lui, ils vont venir vérifier que c'est fait,
que l'ensemencement est effectué correctement. Ensuite, il va revenir encore pour les inviter à Des démarches assez, des lenteurs. Voilà, en fait. c'est des lenteurs et c'est à chaque fois 15 heures de route aller, 15 heures de route retour. Des dépenses, des... Oui, oui, exactement. À ce moment-là, est-ce que ça vaut le coup? Absolument. Donc là, avec la mise en place d'une telle plateforme, tous ces déplacements disparaissent. En fait, il n'y en a qu'un seul, c'est les agents de la direction de wilaya qui vont se présenter chez le producteur. Et là, l'ensemble des démarches sont effectuées de manière normale, on va dire, et que le PV est signé sur place. Donc là, quand même, l'intérêt de cette opération devient évident. D'autres plateformes encore sont mises en place, bien sûr, mais... En fait, récemment aussi, il y a eu le colloque sur la numérisation. Le ministre de la Pêche a insisté en fait sur l'aspect de l'importance de la numérisation. Et puis, il y a eu une signature de convention entre l'incubateur La Malle et la start-up Barty. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette convention et de ses objectifs en fait? Oui. Évidemment. Donc, je vais vous parler d'abord de l'incubateur AMEL, qui a pour vocation d'accompagner et de financer les startups et détenteurs de projets à hauteur d'1,5 million dinars, et en utilisant un crédit islamique. Je ne sais pas si on peut citer le nom de la banque par contre. Donc avec la banque As-Salam. Et donc cet incubateur donc, est spécialisé aux investisseurs ou aux projets en lien avec la pêche et l'aquaculture. Et d'un autre côté, nous avons la start-up Martez, qui, elle, est spécialisée dans la construction et l'acquisition d'équipements dédiés à l'aquaculture marine. Ils ont bien sûr tous les deux leur propre plateforme numérique pour commercialiser leurs services ou pour faire connaître leurs services. Et cette convention, justement, elle met ces deux entités en collaboration, l'un en fournissant ou en accompagnant les projets prometteurs et l'autre en fournissant des solutions et des équipements à ces mêmes, détenteurs de projets. Donc cette convention s'inscrit dans ce cadre. C'est un partenariat gagnant-gagnant pour deux entités, on va dire, économiques qui participent au développement du secteur aussi et de l'activité de l'aquaculture marine. Et puis cette rentrée pédagogique du secteur de la pêche a coïncidé également avec la rentrée pédagogique du secteur de la formation professionnelle, une coopération étroite entre les deux secteurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. En fait, la formation dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, chez nous, existe ou se développe au travers de 8 établissements de formation, enfin 6 établissements de formation et 2 instituts. Il y a aussi un centre de recherche, le CNRDPA, et toutes ces entités ont un rayonnement, on va dire, entre guillemets, limité. Bon, nous avons mis en place dans ce cadre, on participe bien sûr en tant que responsable de la numérisation, donc on a mis en place une plateforme pour l'inscription des personnes qui veulent participer au programme de formation du secteur. C'est une plateforme qui est assez riche, en fait c'est carrément un portail. Il y a l'ensemble des informations sur le type de formation, les cycles, les niveaux requis pour pouvoir accéder au cycle de formation, ainsi que l'ensemble des établissements qui offrent les dites formations. Et cependant, il reste toujours la problématique liée aux infrastructures et à l'accès vers les stagiaires ou les élèves ou les étudiants. Donc là, dans ce cadre, la formation professionnelle apporte un grand support, étant donné qu'eux sont présents sur l'ensemble du territoire national. Et bon, là je vais revenir juste au cadre de cette convention qui est entre l'INSPA, en l'occurrence, l'Institut national supérieur de pêche et d'aquaculture, qui se trouve actuellement à Béchara, et le centre de formation professionnelle du CND. Et cette convention va consister justement dans la mise à disposition
pour la formation professionnelle, de programmes de formation, de colloques et séminaires donc, qui seront offerts par les enseignants et chercheurs du secteur. Et ça, c'est le travail de l'INSPA. Et la contrepartie, où de l'autre côté, ils auront aussi la possibilité d'utiliser les espaces ou les infrastructures de la formation professionnelle pour faire connaître le métier auprès des personnes qui seront formées au sein de la formation professionnelle et de les mettre en contact aussi avec les programmes de formation ou avec les métiers liés à la mer. Enfin, c'est la fin de ce passage et nous souhaitons au secteur de la pêche en leur disant bon vent. Et Monsieur Belbachir Idir, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout plaisir était pour moi. À une centaine de kilomètres d'Alger, Délice est une ville méditerranéenne typique, où s'harmonisent les styles berbères, andalous, aussi bien dans les techniques de construction que dans le décor des habitations. C'est la plus ancienne Kasbah d'Algérie qui date de 1068. Les premiers noyaux de la Kasbah de Délice ont été faits par le fils du prince d'Almeria d'Espagne qu'on appelle El Mou'iz Daoula Ben Samadah. Sinon, on a Ostaddar, c'est kif comme les autres Kasbah, par exemple, celle d'Alger. On a notre Sqifa, nous, on a notre patio, on a le Biot, on a le Gharaf, on a Bit Saboun. On retrouve également d'autres techniques architecturales méditerranéennes comme l'appareillage en pierre de taille et en briques à la façon byzantine. Les escaliers en pierre sont soutenus par de petites voûtes. Si on ouvre la porte, on trouve Sqifa. Et Sqifa, on trouve une muraille qui sépare le Ostaddar. Donc on laisse une petite porte pour entrer. Mais le reste, en même temps, c'est un genre de cave ou un débarras. En même temps, si on entre directement, on trouve des femmes. Et c'était la culture de l'Horb. Donc un homme ne se croche pas avec une femme à sa maison. Donc il va frapper la main. Il safak en arabe. C'est-à-dire sqifa, laisser la route. C'est-à-dire qu'il y a une personne étrangère qui va entrer à la maison. Les caractéristiques architecturales andalouses qui font de la Kasbah un cas particulier au Maghreb, sans les riads ou les jardins potagers. Nous, on a le riad. Le riad, c'est le jardin. Il y a qui sont à l'intérieur des maisonnettes. Il y a à l'extérieur. À l'intérieur, on trouve des petits jardins pour les premières nécessités de potage. Et à l'extérieur, on trouve un grand jardin qui a une vue sur la mer. En plus, ils font des écuries pour leurs chevaux. Et la deuxième partie, avec un puits, pour les premières nécessités de potage, en même temps les fruitiers, des légumes. Et en général, on trouve le citronnier et on trouve le jasmin. Ça, c'est obligatoire à tout habitant. La Kasbah de Délice, un site historique à vocation touristique qui vaut bien le détour. Le soleil se lève sur Alger et Samira Hadj Amar est en train de lire le livre de grand monsieur Ben Youb Rachid. Marhaba bik. Donc, auteur de l'encyclopédie algérienne. Il faut nous dire tout sur cette encyclopédie. Elle est vraiment magnifique, avec 5 tomes.
يعطيك الصحة. Oui, justement pour cette édition, on est à la 3e édition de cette encyclopédie en français qu'on a déjà éditée en 2019 à l'international. C'était en 3 tomes et après en Algérie, une édition nationale en 3 tomes. Après on a lancé la version arabe en 4 tomes. Et après on a lancé cette édition corrigée, une mise à jour augmentée en 5 tomes. Et en même temps, la version en langue anglaise, sa première édition, en 3 tomes. Et on lancera normalement d'ici 15 ou 20 jours une version tamazight, mais numérisée malheureusement. Parce que donc il y aura aussi des versions numérisées. Numérisées. Pour tamazight, numérisée, c'est quand même 3 coffrets. On a abordé l'ensemble des dossiers, les 15 dossiers, c'est-à-dire comme la version. Et ceux qui veulent avoir ça sur le numérique? Justement, on lancera, c'est-à-dire maintenant sur le site, sur le web, il y a encyclopédiealgérien.com et .dz. Au niveau de .com, il y a la version en français, anglais, et avant la fin de l'année en espagnol. Et pour le .dz, il y a la version en arabe et la version tamazight. On va donner cette possibilité à l'ensemble des Algériens établis à l'étranger, soit en Europe ou en Amérique. Ou tous les lecteurs, en fait, aussi. Justement, justement d'abord aux Algériens et puis aux gens qui aiment l'Algérie, et puis pour faire valoir ce pays qu'on aime beaucoup, c'est-à-dire pour naviguer davantage et avoir justement tout ce qu'ils ont envie d'avoir sur l'Algérie dans les différents domaines. Comment vous avez eu l'idée de faire cette encyclopédie? Oui, c'est un travail qui remonte quand même à 30 ans. Vous savez, en 1999 et en 2000, on a édité, il faut avoir l'audace, on a édité l'arrière politique de l'Algérie. C'est l'ouvrage le plus vendu en Algérie. C'est l'ouvrage qui a fait sensation. On l'a réédité presque 5 fois. En 2000, en français, en 2001, français, arabe et anglais, et en 2005, et après en 2009. C'est la dernière version, en 2009. Et après, on a édité Mémoire Algérie, en 2003. C'est une publication encyclopédique où il y a de tout. Elle a représenté l'Algérie à l'année de l'Algérie en France, en 2003. On a réédité cette édition en 2017. Et après, j'ai parlé avec mes amis à moi pour faire un travail qui rassemble justement à une encyclopédie. Et j'ai fait appel à mes amis. Bon, on a commencé avec 10 chercheurs. Et maintenant, on se retrouve avec 30. Et c'est les meilleurs. Donc, les chercheurs dans tous les domaines, la sociologie, la géographie, l'histoire, la science. Justement. C'est l'encyclopédie. Alors, pour la partie histoire, par exemple, on a fait appel au professeur Hash, il est plusieurs fois honoré, pour travailler sur l'Algérie dans l'Antiquité, et puis la présence phénicien, romain, vandale, etc. Et puis il a fait un bon travail sur l'Algérie, sur le royaume de la Numidie, sur la Numidie occidentale, orientale, sur la Mauritanie, les rois berbères. Et puis après, on a fait appel au professeur Chouitam, qui a travaillé sur la présence ottomane. Oui. Et puis le professeur Khaldi sur l'avènement de l'islam. Le professeur Jamal Yahyaoui, il est très connu sur la partie colonisation, révolution, mouvement national. Voilà. Et puis moi, j'ai pris en charge la partie Algérie contemporaine. Et puis il y a aussi la partie bibliographique. Les biographies plutôt, pardon. Alors, on a quand même, il y a 10 milliers de personnalités, des personnalités emblématiques, les personnalités de la Révolution. Oui, on voit l'émir Abdelkader. Non, je ne parle pas de ça. Ça, c'est des personnalités emblématiques. Emblématiques, oui. Il y a on parlait justement des personnalités historiques qui ont fait de ce pays un pays merveilleux, soit au cours de l'histoire, et surtout la partie 1830 jusqu'à nos jours. Il y a des personnalités aussi nationales, et des personnalités historiques et des personnalités emblématiques. Et Ahmed Bjaoui pour le cinéma. Alors là, déjà on arrive parce qu'il n'y a pas que Ahmed Bjaoui dans le cinéma, il y a c'est celui qui a fait le livre. Mais j'ai vu. Alors attends. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le comité de rédaction qui a en couverture. Voilà, elle est habile, elle est vraiment.
Donc, et puis il y a le travail sur les photographies aussi, un travail oui, bien sûr, ah ouais, non, mais c'est toute une entreprise parce que quand même éditer une encyclopédie en 4 langues, c'est pas donné. C'est une armée de traducteurs et de chercheurs, plutôt et de correcteurs qui fait la conception. Et puis même l'édition, c'est une édition qu'on a essayé de faire une très bonne édition qui peut représenter ce pays à l'étranger. Absolument. Hein? Et ce qu'on voit vraiment, c'est magnifique tout ce travail que vous faites, tout l'agencement, toutes les photographies. Vraiment, c'est impressionnant ce que vous faites avec ça. Vraiment, et puis il y a des projets. Donc il y a aussi le projet en espagnol, comme vous dites. Oui. Justement, bon, d'abord, on va finaliser cette version Tamazight, c'est-à-dire on passe à l'impression, et puis la version espagnole qui sera une version numérisée, disponible sur le site avant la fin de l'année, et on lancera la deuxième édition de la version arabe. C'est en 7 ans. Elle est finie. On attend juste l'impression et on veut, j'allais dire, dès qu'on a les moyens, parce qu'on aimerait bien que tout le monde arrive à acheter, parce que avec cette qualité, c'est pas toutes les bourses sont, j'allais dire, on peut pas acheter, pas tout le monde peut acheter un coffret à 10 000 dinars. Mais aussi les bibliothèques municipales, les bibliothèques doivent aussi s'y mettre pour un peu fournir un peu le fond documentaire de ces Oui, non, mais justement, tellement qu'elle est réussie, c'est qu'elle est épuisée. On ne la trouve pas, c'est-à-dire on la trouve nulle part parce que les gens, comme on a essayé de faire quelque chose que on a bien travaillé pour qu'on puisse, lorsqu'on lit, on peut bien aimer ce travail. J'allais dire faire valoir les richesses de ce pays pour que les gens puissent lire et voir ce qu'il y a dans ce pays comme richesse inimaginable. Donc on attend donc d'autres éditions, d'autres. Oui, bien sûr. Donc pour les gens qui veulent, d'ailleurs vous dites que même la librairie du tiers-monde est demandeuse en fait de... Oui, il n'y a plus, c'est-à-dire elle est tellement épuisée qu'on va lancer, peut-être qu'on sortira une édition spéciale pour qu'on puisse être au salon. Je ne sais pas aussi sûr parce que ça prend beaucoup de temps, le salon c'est d'ici un mois je crois, c'est ça. Vous connaissez le AA? Ben oui, vous connaissez. Donc, la spécialiste du AA aujourd'hui, c'est... Non, c'est pas moi. C'est Samira Hadama qui va nous parler de poésie populaire chez Al-Melhoun, un événement qui s'est déroulé récemment à Djelfa. Exact. Ah ben c'est bien. Et comme par hasard, je suis tombée sur le chapitre consacré à la poésie. Et oui, de Ozerla, professeur Ozerla, qui a travaillé sur ce dossier, oui, la poésie populaire. Et on retrouve Ben Saïeb, on retrouve... Ben Sehla, Ben Triki, Ben Guitoun. Ben Guitoun, voilà, Ben donc, Brahim. À vous de commencer, on ne peut pas perdre des minutes parce qu'on en a besoin. Alors, du 7 au 10 octobre dernier, à Djelfa, a eu lieu le Festival national de la poésie populaire, Okadiyet. Okadiyet. Je vais y arriver. Non, Okad par rapport à une région le Hijaz en fait. Oui, c'est ça, voilà. Pour la poésie. Shu'ara, et d'ailleurs, il y a Okadiyet. Voilà, bravo. D'Alger, avant ça existait jusqu'à 2012-2013, il y avait encore les Okadiyet à Alger, et donc on avait des poètes qui venaient de partout. Okadiyet veut dire aussi joute. Ce sont des rencontres poétiques où les poètes, en tout cas, déclament et disent leur poésie. Alors, ce qui s'est passé à Djelfa cette fois-ci, du 7 au 10 octobre, c'est qu'il y a eu ce festival, donc, Okadiyet, qui a été institué, il faut le rappeler, le 6 juillet 2023. C'est un acquis pour Djelfa. Pour la force du verbe. La force du verbe, et surtout parce que ça a été institué à Djelfa. Donc c'est Djelfa qui, dorénavant, va organiser chaque année ce festival de poésie, donc les Okadiyet. Et donc ça, on va recevoir des boîtes de partout. Et donc il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont participé à cet événement, entre autres l'OSIF, d'abord l'universitaire Borayou, qui est le président du prix Assia Djebal, et aussi l'Osif Zian, qui est universitaire et chercheur. Et lui, en fait, pendant cette rencontre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont évoqué les poètes qui ont écrit sur la guerre de libération.
en fait, de tout temps, il y a eu des poètes, des Algériens, qui ont déclamé des poésies. Alors, en général, ça se fait oralement, ce n'est pas transcrit, mais c'est transmis de génération en génération. C'est arrivé bien du temps des Ottomans, mais ça existait bien avant. Et d'ailleurs, les militaires français ont eu recours à la transcription et à la traduction de ces poèmes parce que souvent, ils considéraient que ça pouvait être une arme redoutable contre eux. C'est-à-dire c'est une arme de résistance. C'est on va dire le verbe, pas la plume, parce qu'à l'époque, ils n'écrivaient pas trop. Mais ils ont cherché, et c'est à l'occasion du centenaire de la colonisation qu'ils ont édité le premier ouvrage de transcription de la poésie algérienne. On peut... Oui, la poésie populaire, en fait, elle a accompagné tout le mouvement de libération et puis toutes les résistances populaires, que ce soit la résistance d'Al-Mokrani, Cheikh Al-Haddad, la résistance d'Amir Abdelkader, la résistance de Boubarla, la résistance de toutes les résistances algériennes, a été toujours accompagné de poésie populaire. Il y a le célèbre Belkhir qui a accompagné l'épopée de Cheikh Bouamama. Exactement. Et en fait, même si au départ la poésie c'était pour déclamer l'amour, raconter la condition sociale, le climat, le mode de vie, elle a aussi servi la révolution. Comme les Hizia. Exactement. Comme Hizia, comme... Azouni Yamlah. Comment il s'appelle? De Ben Ghetton. Exactement, comme le poète Ben Kiriou pour Ben Kiriou de Leroy, oui. Exactement. En fait, un peu partout dans le pays, on a des histoires comme ça qui racontent. Et ça s'est passé aussi pendant la colonisation française pour Ben Kiriou. Voilà. Rappelez aussi qu'on a eu des auteurs, donc des écrivains, qui étaient aussi des poètes, comme Kateb Yassine. On peut parler, Malek Haddad aussi, bien sûr, comme le célèbre Mufti Zakaria, qui est l'auteur de Qasamen, qui a écrit l'Iliade algérienne. Et déjà, lui, la verve, on ne peut pas ne pas être sensible d'abord à la voix, la verbe, le temps et les paroles. Quand il écrit sur l'Algérie, c'est quand il compare le regard de Dieu sur l'Algérie, c'est un sourire, c'est un soleil. Il y a même le célèbre poème sur Zabala. Exactement. Et il y a bien sûr des femmes, et Zohor Zarari, et il y a Anna Grecki. Par exemple, là, il y en a beaucoup, mais j'ai cité Anna Grecki parce que je suis une amoureuse d'Anna Grecki. Anna Grecki a raconté ce qui lui est arrivé et a raconté ce qui s'est passé à son époque. C'est-à-dire les viols, les violences, la torture. Elle a été expatriée. Son compagnon, donc Ahmed Inel, a été brûlé par l'armée coloniale. Elle a raconté la condition à Barberousse. Elle a aussi raconté, avec beaucoup d'espoir, son souhait que l'Algérie devienne indépendante. Donc voilà, les Hoqadiyed, ça va être cette rencontre avec les poètes. Cette fois-ci, c'est le rôle joué donc des poètes, la poésie algérienne pour la libération de l'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie. Je pense qu'il y aura... Nous allons célébrer le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution, 1er novembre 1954. Oui. Exactement. Et puis on va trouver aussi dans l'encyclopédie algérienne des aspects liés à la poésie, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a Ozarla qui a travaillé sur ça, entre les principaux poètes dans ce chapitre. Comme on sait, on a abordé l'art culinaire, on a abordé aussi l'artisanat. Il y a même la télévision, il y a de tout, quoi. Je veux dire, on a abordé les différents thèmes, l'archéologie, tout un dossier sur l'archéologie, sa richesse. Louisa Galès. Voilà. C'est-à-dire, et puis il y a les chercheurs, les romanciers, les poètes, tout un dossier de 100 pages. On trouve l'itinéraire de chaque. Donc, pour les passionnés de l'encyclopédie algérienne, vous pouvez retrouver donc, tout ce travail donc, prochainement sur Internet. Et puis, pour d'autres rééditions. Oui, elle a une dernière question. Je voudrais savoir si donc, M. Benyoub comptait éditer une encyclopédie, par exemple, dédiée uniquement à la poésie ou uniquement à l'archéologie algérienne, hein, j'entends. C'est-à-dire une spécialisation des thématiques pour avoir plus, bien sûr, de latitude. On a pensé à ça, justement, et je crois que cette idée est géniale.
Je vais voir avec M. Ozarla, parce que lui, il est spécialisé justement dans ce dossier, et pourquoi pas. Par exemple, il y a des spécialisés en chèvre, non? Oui, mais donc voilà. Comme moi, je suis spécialisée en AA, toi, tu es spécialisée en... Pour le AA, elle va nous offrir un petit quelque chose, un petit passage de AA juste pour toi. Donc voilà, c'est la fin de cette séquence. Merci M. Benioub d'avoir accepté notre invitation. Pour le plaisir et pour moi. Et la prochaine fois, ça sera peut-être de la poésie lyrique, peut-être. Bien sûr, pourquoi pas déclamer. Voilà, et puis nous restons dans la communication sociale et avec ce spot de la prévention routière. Merci. فوتوغرافيا بشويه كتولي طونسيون سي بون راه عايش سي بون لو بو عنده لو بو ورد بالك ندامة تجي مع الآخر. Ben oui, رد بالك ندامة تجي مع الآخر. Et pour نردو بالنا مليح, on est avec notre spécialiste maison de la prévention routière, Safety Road. Hi, how are you? Fine, Dieu Yazid. Ça va. Donc nous allons parler de taxi. C'est sûr, la culture. Ah, on est sûr. C'est sûr. Donc c'est une application. Alors c'est une nouvelle application pour pallier un peu aux applications qui ont vu... J'ai oublié, c'est Hasna Zouberi. Il ne m'a pas dit bonjour Hasna Zouberi. Hasna Zouberi, bonjour. Bonjour Yazid. Alors donc on a vu cette campagne de sensibilisation déjà Yazid pour un peu faire la transition. Donc c'est une campagne qui a été lancée tout récemment par la Gendarmerie nationale et le ministère de l'Intérieur afin de sensibiliser un peu les usagers de la route quant à la mauvais usage et à la vitesse qu'utilisent certains chauffeurs malheureusement et qui peut voir, donc on voit les conséquences, donc souvent soit c'est mortel, sinon c'est des séquelles irréversibles, à savoir un handicap pour toute une vie. Yazid, aujourd'hui on voit donc, moi je trouve un peu donc, il y a une application qui vient d'être lancée donc, par le ministère des Transports. On voit que beaucoup d'usagers de la route se plaignent des embouteillages avec cette rentrée sociale. Donc, on commence en plein dedans, donc des embouteillages, de la circulation qui retardent beaucoup, notamment les gens qui travaillent. Donc, la matinée, c'est infernal. De nouveaux moyens de transport, on a vu l'expansion des moyens de transport, à savoir métro, tramway et pas mal le covoiturage aussi qui peut être une solution. Aujourd'hui, une nouvelle application qui vient d'être lancée, donc
c'est sûr. Taxi, c'est sûr. Donc, par le ministère des Transports. C'est une application qui est publique, lancée tout récemment, il y a quelques semaines, et qui a été bien accueillie par les taxieurs. C'est quoi la spécificité de cette donc, application? c'est comme les autres applications qu'on connaît tous privées. Donc, on commande notre taxi à travers notre smartphone et le taxi y est dans moins que de quelques minutes. Et s'il y a de la circulation, du trafic, comment il fait une gueuse? Pas du tout. Donc, c'est le taxi le plus proche qui se manifeste. Voilà. Donc, c'est le taxi qui est dans les alentours de la personne qui l'a commandé qui se présente. Voilà. Et sans plus tarder, donc, il y a un sujet qui a été réalisé par notre collègue Badia Amarni de l'information. Et sans plus tarder, on va le voir. Taxi, c'est sûr. Réserver un taxi à tout moment, n'importe où et en quelques clics sur un smartphone, les personnes optant pour ce mode de transport urbain pourront bientôt accéder facilement à une multitude de fonctionnalités, réserver des trajets, suivre leur chauffeur en temps réel et estimer les tarifs grâce à Taxi Sûr, une nouvelle application qui sera lancée prochainement. Un taxi sûr, ce sera un très bon plan. C'est une très bonne initiative. Je n'ai pas encore entendu parler de cette application, mais bien sûr, je vais l'utiliser. C'est une bonne chose. En tant qu'étudiant en langue anglaise à Bouzrea, ça me permettra de me déplacer de la maison à l'université en toute sécurité. J'espère que cette application sera généralisée à toutes les wilayas. Cela nous facilitera le déplacement vers l'université, la bibliothèque ou encore la salle de sport. Je viens toujours de Msila pour me rendre à Bab el Oued ou Al-Harrach. Je trouve un peu de difficulté. Cette application nous aidera dans nos déplacements. Fruit d'une collaboration entre la direction du transport d'Alger, Sogral, la société de gestion des gares routières d'Algérie et le syndicat national des chauffeurs de taxi, une initiative qui s'intègre pleinement dans la stratégie de modernisation et de numérisation des transports en commun, notamment les taxis urbains. Nous avons appelé cette application Taxi Sûr, ça veut tout dire. Notre objectif, c'est d'offrir un service de qualité à la clientèle. Nous avons conçu ce concept sous l'égide de la direction générale de Sogral qui nous a donné tous les moyens. Notre tutelle est satisfaite de cette démarche. Le lancement officiel sera fait par le ministre des Transports. Nous sommes en train de sensibiliser nos chauffeurs de taxi pour adhérer à cette application et les échos sont déjà favorables puisque plus de 90% ont déjà adhéré et sont contents de la numérisation de ce secteur. Les tarifs seront compétitifs et les usagers des taxis pourront se déplacer en toute sécurité, notamment en famille. 90% des chauffeurs de taxi adhèrent à cette nouvelle approche de déplacement en taxi. Nous espérons réellement que cette application marche et qu'elle soit généralisée au reste du territoire national. C'est une excellente initiative à laquelle nous, taxieurs, sommes favorables. Nous espérons qu'elle soit généralisée au reste des wilayas du pays. Toujours dans le souci de faciliter les déplacements aux citoyens, notamment de et vers les nouvelles zones urbaines, le syndicat de cette corporation a proposé la mise en place de taxis collectifs. Nous avons présenté un projet pour le transport urbain. Il s'agit de taxis collectifs où le prix global sera divisé sur le nombre des passagers. Ces taxis s'adressent aux employés qui ne peuvent pas se permettre ou supporter des courses au tarif élevé. Entre bus, taxis, trains, métro et tramway, de plus en plus de services de transport cohabitent en milieu urbain. L'objectif ultime reste aujourd'hui l'amélioration des performances des réseaux de transport collectif au niveau national pour offrir une réelle tranquillité d'esprit aux usagers. Une réelle tranquillité d'esprit aux usagers, et c'est ce qu'on cherche tous. Exactement. Et puis là, on voit que les prestations vont être vraiment de qualité, et puis les prix seront abordables. Exactement, donc c'est un peu le but, baisser un peu les prix pour attirer, séduire un peu les usagers de la route, même pour ceux qui ont déjà une voiture. Peuvent prendre un taxi au lieu de chacun de nous prendre son véhicule, prendre un taxi et partager le prix comme l'a si bien dit le représentant du syndicat des taxieurs.
Et voilà, donc il y aura moins de voitures sur nos routes et automatiquement moins d'embouteillages. Il y a aussi l'aspect aussi de taxi collectif parce qu'il y aura, c'est vrai qu'il y aura moins de, au lieu de prendre chacun pour un taxi, donc ils seront 4 ou 5, donc ils vont partager donc le prix. Exactement. C'est un peu en fait l'idée du covoiturage, mais ça va être plus organisé, donc ça va être légal, bien sûr, puisque c'est le ministère des Transports, donc c'est la direction des Transports de la wilaya d'Alger avec la Sogral, donc c'est un peu organisé et au lieu de covoiturage comme on a vu ces dernières années qui commence à prendre quand même, il se développe en Algérie, mais c'est à travers les réseaux sociaux, il ne s'est pas sécurisé. On ne sait pas sur quelle personne tomber. Voilà, il y a eu malheureusement de mésaventures pour certaines personnes. Il y a eu des agressions, il y a eu pas mal de choses. Donc ça, c'est plus légal et les gens ils vont être plus tranquilles, Yazid. Ce qui est important, c'est que le parc auto en matière donc, de taxi est très important à Alger. Donc ça va toucher pratiquement tout un parc roulant en Algérie. Exactement, c'est un parc automobile qui est très important. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui explique un peu, même s'il y a eu pas mal de nouvelles routes, de nombreuses routes qui ont été ouvertes à la circulation, de nouvelles trémies, de nouveaux ponts, mais ça n'a pas suffi. Malheureusement, la capitale, vraiment, elle s'étouffe avec beaucoup de véhicules qui rentrent d'autres wilayas ou les véhicules qui existent déjà dans la capitale. Oui, et ça remplace un peu les autres applications parce que certaines ne sont pas vraiment fiables et c'est pas sûr. Et donc, surtout sécurisées. Donc c'est pour ça que d'ailleurs l'appellation vient de cela. Taxi, c'est sûr. Voilà. Et puis les taxieurs parlent beaucoup. Hein. On va entendre beaucoup d'anecdotes. On peut écrire des livres, hein. Puis il y a eu des films, Taxi Driver, il y a eu pas mal de... Il y a même un roman Taxi aussi qui a eu des prix. Vraiment, c'est très intéressant de faire la promotion en fait de ce nouveau service Taxi, c'est sûr. Et puis, ça détend Yazid et puis ça nous permet aussi d'arriver à notre travail, à notre lieu de travail plus détendu, moins stressé et la rentabilité elle y est Yazid à travers, au lieu de se stresser dans sa voiture avec les embouteillages, il y a quelqu'un qui conduit à ta place et voilà donc ça peut faire l'affaire. Alors donc on va essayer de prendre le taxi, c'est sûr, et on reviendra pour donner nos impressions à ça. Et sans plus tarder, nous allons écouter cette belle chanson de Adlan Fergani, Jani Maja, qui me l'a? Je connais, mais je connais pas les paroles. Adlan Fergani. جاني ما جاني عن طرف جناني خخور ما أني وصفر جلبايب جيت النوابة أحبابا غايب جاني ما جاني عن طرف جناني خخور ما أني وصفر جلبايب جيت النوابة أحبابا
يعرف بالحومة ريتو شي طفلة طفلة مغروم وما تمشي وتزايد عشقي وغرى أمي في بنت القايد جاني ما جاني عن طرف جناني خوخ رماني واصفر جلباي جسم وداع حبابا غايب Titnouad Hababa Ghaib. Voilà, donc avec ce beau monde qui est là, avec Amina Ziri qui est غنية عن التعريف comme on dit, et puis عجبتني هذه غنية عن التعريف. جاتك شابة. Avec ses invités de l'association Ibtissama, Madame Belbachir et la virtuose Yasmine Yahyaoui, sans oublier le maestro de la photo, Monsieur Aliq Marhaba bik. Donc nous allons aborder déjà tout d'abord la sensibilisation contre le cancer du sein, puisqu'on est dans le mois rose. Et je vais laisser la parole à Amina Ziri. Merci, merci. En tout cas, vous êtes très élégant ce matin. Le papillon, il vous va. La tenue, elle vous va à merveille. Ah oui. Vous êtes connu quand même pour votre élégance. Bonjour, donc Yazid, bonjour. Je salue tous nos téléspectateurs en Algérie et ailleurs. Donc c'est le mois rose, le mois de la sensibilisation pour lutter contre le cancer du sein qui fait des ravages en ce moment dans le monde entier. Donc la seule solution, c'est le dépistage précoce. Et justement, pour parler de ce sujet, on a le plaisir de recevoir Madame Belbachir Assia. Ça va la vie en rose, hein? Ah oui, la vie en rose, Inch'Allah. Ça va? Bonjour, bonjour Monsieur Yazid, bonjour à nos invités. Merci Madame Amina pour l'invitation. Amina tout court, hein, on est amis, on travaille depuis beaucoup. 20 ans. Depuis plus de 20 ans. Donc Assia qui fait un travail fabuleux en ce moment pour justement sensibiliser les femmes dans les quartiers populaires, même dans les sociétés. Vous faites ce travail pour justement sensibiliser et pour justement inciter les femmes à se faire dépister contre le cancer du sein. Et vous ne faites pas seulement la sensibilisation, mais vous faites aussi, vous accompagnez ces femmes pour les aider à surmonter leur douleur. Parce que la femme qui fait un cancer du sein avancé, elle fait l'opération pour l'ablation du sein, elle se retrouve parfois seule. Donc vous les accompagnez, vous les aidez à surmonter Comment ça se passe un petit peu, ce travail de sensibilisation? Bon, les premiers temps, on avait fait des journées de sensibilisation au niveau des salons de coiffure, des salons de beauté pour être juste près des femmes. Et puis on a décidé d'organiser des sorties en plein air chaque week-end pour les femmes, surtout vers les stations thermales. Et là, on a découvert, on a eu affaire à plusieurs femmes qui étaient atteintes du cancer et qui souffraient toutes seules dans leur maison. Il y a même des femmes qui ont été abandonnées par leur mari, par leur famille et qui n'avaient personne pour se distraire ou bien pour parler de ce problème, le problème de leur maladie. Ce qui fait, nous, tout en organisant ces sorties, ces excursions, on était face aux femmes. Même la dernière fois, le vendredi passé, on a été au niveau de Hammam El-Ouane. On a trouvé même des gens, des femmes qui venaient d'Or-Wilaya, qui venaient de Chnef, de Khmis Meliana, de Blida, de Tizi Ouzou. Il y avait plusieurs femmes parmi le groupe, il y avait des femmes qui étaient atteintes du cancer, qui venaient juste pour se distraire, non pas pour prendre un hammam, pour prendre un bain le jour du week-end. Et puis, tout en parlant avec ces femmes-là,
tout en discutant sur leur sujet. Il y a toute une thérapie de groupe qui était en train de se faire. Vous êtes aussi accompagné de psychologues, de médecins, de spécialistes. On a notre le psychologue de l'association, Madame Nadia, on la salue. Oui, on la salue de passage, qui fait un travail extraordinaire. Elle était toujours avec l'association, avec les enfants, les adolescents, les femmes, tout au long de l'année. Alhamdoulilah, les sorties qu'on est en train de faire, ce ne sont pas des sorties touristiques à 100%, c'est des sorties de thérapie, thérapie de groupe, thérapie de femmes, thérapie de jeunes, de familles, des fois même, il y a des familles qui ne s'entendent même pas, qui ont leur voiture, qui ont leurs moyens de sortir, mais tout en étant avec le groupe de l'association Ibtissama, ils se retrouvent dans un autre monde. On est tout le temps souriant, on rigole, on invente des blagues et on mange ensemble. On fait un pique-nique, on mange ensemble, on reste ensemble, on fait la prière du vendredi ensemble, mais la journée, elle est impeccable. On passe la journée à sourire de 8h du matin jusqu'à 17h. Très bien, très bien. C'est formidable, Yazid. Ah ben oui, c'est formidable. Et puis le travail vraiment noble que vous faites, comme ça, notamment pour sensibiliser les femmes à y aller faire une mammographie, parce qu'il y a toujours des difficultés à accepter d'y aller directement, n'est-ce pas? Exactement. Le problème dans tout ça, ou là, le comble, Yazid, c'est que malgré toutes ces campagnes de sensibilisation, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont même instruites. La mammographie. Alors, j'ai peur de découvrir que je suis atteinte d'un cancer. Tu viens de découvrir que tu as un cancer. Tu vas être pris en charge convenablement, ou bien sûr, on découvre la maladie au bon moment et tu seras traité par des médicaments simples. Ou là, تكتشفي المرض في dernier stade et وديري la chimiothérapie, aussi l'ablation du sein, la radiothérapie. Donc, de préférence, ces femmes, chaque année, quand la femme a 40 ans, elle fait sa mammographie chaque année. Chaque 2 ans. Chaque 2 ans. Chaque 2 ans. Comment vous faites en fait pour les amener à accepter et aller rapidement faire la mammographie, notamment en ce mois rose? Beaucoup plus, c'est le travail de la psychologue. C'est elle qui est en train de les convaincre pour faire le dépistage au bon moment. Parce que si le sein est vraiment atteint à un certain degré, des fois on n'arrive pas à sauver la patiente. Et puis, s'il est vraiment au début, le dépistage aide les médecins, les médecins et la patiente pour se guérir. Très bien. Yazid, beaucoup de femmes nous regardent en ce moment, peut-être qui passent des moments peut-être difficiles en ce moment, des femmes notamment malades. Elles n'arrivent pas à accepter. Exactement. أسيا بالباشر تقول لي دائما المرأة إذا اكتشفت المرض في البداية راح تكون نسبة العلاج توصل 90%. C'est ce que vous me dites souvent. Donc نقولوا لهم la vie est belle. Je l'ai remarqué, tout autour de nous, autour de ma famille, ma belle famille, j'ai eu affaire à des cas qui ont eu le cancer du sein. Alhamdoulilah, elles se sont sauvées. J'ai une cousine, elle a fait face au... Ça fait 10 ans que... Oui, elle a fait face au problème. Elle est courageuse. Elle vit tout à fait normalement aujourd'hui. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc Yasmine, elle est là avec nous. Ah oui, Jasmine, elle est là. Elle est très... Elle est très... Et puis avec la elle est douée, exactement. Et sa maman, elle nous regarde en ce moment. On la salue de passage, Madame Yahyaoui. Elle est présente avec nous à Canal Algérie. Elle n'est pas venue seule, elle est venue accompagnée de sa mandoline. N'est-ce pas, Yasmine? Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci d'être venue. Oui, justement. C'est un connaisseur de musique, c'est un mélomane. On essaye, donc sans plus tarder, elle va quand même jouer, gratter quelques notes de ce naqleb. Oui, bien sûr. Pour aérer, pour donner un peu d'espoir à tous. Pour divertir les gens surtout. Voilà.
Donc c'est Yasmine, elle est aussi membre en ce moment, elle fait partie de l'association Mizrana, présidée par Monsieur Belkhouja. Oui, que je lui passe le bonjour. On passe le bonjour. En même temps, je fais le conservatoire depuis que j'étais petite. Très petite. Oui, très petite, à l'âge de 7 ans, 8 ans, je pense. J'ai commencé, je suis maintenant supérieure, il ne me reste plus que 2 ans. Très bien, et votre papa et votre maman? Oui, bien sûr, ils me soutiennent. Ta maman, elle t'encourage beaucoup. Et elle reviendra avec son premier album signé Yasmina. Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. Bientôt. Oui. En tout cas, Anna, je voulais vous faire نقلب من الماهية يا قلبي خلي الحال. الله الله. برافو. يعطيك الصحة ربي يفرج علينا إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. Donc Yasmine, elle donne rendez-vous Inch'Allah à son public dans le cadre du festival de la musique de rue organisé par Agriculture le 15 Inch'Allah. Vous serez où plus exactement Yasmine? À Audin. À la place Audin. Donc c'est demain, après-demain. Demain. Demain, Inch'Allah. Donc, à 16h, Inch'Allah. Donc, avis aux passionnés de la musique, la place Maurice Audin verra la participation de la virtuose Yasmine Yahyaoui. Yasmine qui est aussi brillante à l'école. Hein? Oui. Elle est vraiment brillante avec sa sœur aussi qui est aussi chanteuse. On a commencé toute seule. Toutes les deux, je veux dire. C'est donc ta sœur, Mélissa, qu'on salue de passage, qui joue aussi. Vous jouez à la Kouitra aussi? Hein? Oui, justement, je fais 2 instruments et ma sœur aussi, elle fait la mandoline et le violon. Et puis il y a M. Alir qui est là, qui est en train de nous regarder. Alir, le grand photographe, il a pris les aurores boréales. Tu as vu les aurores boréales? Les aurores boréales. Oui, effectivement, j'ai pu photographier les aurores boréales pour la première fois en Algérie. C'était une première historique. Elles sont très rarement vues à nos latitudes. Donc, j'ai eu la chance de les photographier. J'ai même photographié pour la 2e fois. Ça fait 2 jours de cela. J'ai pu les photographier. Mais aujourd'hui, je suis venu pour vous parler de la comète qu'on peut tous voir à partir de l'Algérie. Donc, on a 10 jours de spectacle. Vous pouvez voir la comète, elle est très... elle est spectaculaire, voilà. Donc, j'invite tout le monde à partir du coucher de soleil à se diriger ou bien de regarder vers l'ouest, côté ouest, et ben, ce sera, Inch'Allah... à partir de demain? À partir de... Oui, elle est toute cette semaine. Donc, on a 10 jours de... Voilà, 10 jours donc, il y a une comète qu'on peut voir à l'œil nu ou on doit être équipé de... Oui, on peut la voir à l'œil nu. Il faut avoir un œil aiguisé, bien sûr, mais vous pouvez la voir à l'œil nu. Il faut juste choisir un endroit où il n'y a pas de pollution lumineuse. On est en train de voir les images, donc on peut voir Alir Mohamed Lamine. Donc voilà, cette photo, je l'ai prise hier. Donc, je l'ai prise hier de Béjaïa. Voilà. Donc, juste après le coucher de soleil. Donc, vous choisissez un endroit où il n'y a pas de pollution lumineuse, de préférence un endroit haut. Voilà, cette photo, je l'ai prise à Sétif, c'était le 12, avant-hier. Donc, je vous rappelle que vous êtes membre de l'association Souhil d'astronomie. Non, je fais partie de la Ligue scientifique de Béjaïa. La Ligue scientifique de Béjaïa. Je viens de Béjaïa, voilà. Mais il y a aussi beaucoup d'associations d'astronomie un peu partout. Oui, bien sûr. Le Birouni, l'association de Constantine. Donc, il y a tout un engouement pour l'astronomie. Donc, vous êtes aujourd'hui l'un des photographes qui nous a donné le plaisir d'apprécier ça. Voilà, c'est génial. C'est un time-lapse que j'ai pris hier. Donc, vous pouvez voir le coma de la comète. Vous pouvez voir aussi la jolie chevelure. Et là, donc, c'est ça la... Voilà, c'est le spectacle que vous allez voir si vous sortez ce soir. Hein. Et elle sera encore plus spectaculaire demain et après-demain. Donc, il faut éviter là où il y a beaucoup de lumière, etc. Voilà, il faut éviter la lumière, il faut choisir un endroit très haut et dégagé. Donc, et regarder juste après le coucher de soleil, côté ouest.
Voilà. Les aurores boréales, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que nous, on est peu profanes, on ne connaît pas. Généralement, c'est dans les pays nordiques, en Norvège, etc. Et là, on a ce spectacle chez nous, c'est magnifique. Exactement. Donc, les aurores boréales, elles sont causées par des tempêtes géomagnétiques. Donc, il y a des tempêtes qui nous viennent du Soleil, notre étoile. Ces tempêtes géomagnétiques provoquent ces aurores boréales. Mais tellement, la dernière fois que ces tempêtes étaient tellement fortes, les aurores boréales ont pu atteindre des latitudes très basses. Donc on est à 36 degrés. D'habitude, comme on le sait tous, c'est le pôle Nord. Pour voir les aurores boréales, il faut aller au pôle Nord, à 55 degrés de latitude, etc. Mais c'est exceptionnel et personne ne les a photographiés à nos latitudes. J'étais le premier à le faire ici en Algérie. Et par rapport à la comète, donc, parce qu'on connaît tous la comète Halley, mais donnez-nous des précisions par rapport à cette comète. Voilà, cette comète, elle s'appelle Atlas C 2013 A3. Donc c'est une comète découverte en 2023 par un observatoire en Afrique du Sud et en Chine. Donc ils ont découvert, elle est récente, et c'est la comète du siècle. Elle est nommée comme étant la comète du siècle parce qu'elle sera très visible à l'œil nu. Donc c'est quoi une comète? Une comète, c'est une boule de glace qui a un orbite autour du Soleil. Actuellement, elle est au plus près du Soleil. Donc, c'est pour ça qu'elle nous donne ce joli spectacle, la chevelure, comme vous l'avez vu sur les photos. C'est vraiment spectaculaire et je vous invite tous à aller l'observer. Ok, merci M. Mohamed Lamine Aliq de nous avoir illuminé ce matin avec toutes ces belles photographies, traçant un peu toutes ces belles aurores boréales et puis cette comète. Et puis merci pour Amin Naziri et ses invités. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, nous allons voir ce clip de Riwaya. Non, c'est une boucle. Donc on reste aux Sablettes. La boucle, elle fait 6,7 km. Et donc on tournera là autant de fois que possible. Comme c'est un classement international et nous sommes 15 à représenter l'Algérie, il y a 11 hommes et 4 femmes. L'objectif, c'est de tenir. Il n'y a pas de parité quand même. Vous savez, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. En fait, ces coureurs ont été sélectionnés par rapport à leur parcours et aux longues distances qu'ils ont l'habitude de parcourir. Donc l'objectif cette année, c'est que les 15 personnes tiennent ensemble le plus longtemps possible, parce que pour le classement mondial, on totalisera le nombre de kilomètres parcourus par toute l'équipe. Oui, parce qu'à finale, par équipe. Voilà. Finale mondiale par équipe. Par équipe, exactement. Et cette année, il y a 64 équipes qui participent, des équipes africaines, européennes, américaines. Et voilà. Après, on visionner comme ça par... Oui, donc on aura des puces, d'abord pour chronométrer le temps de chacun, la distance exacte, pour voir si on n'a pas dévié. Et oui, il y aura donc, ce sera transmis en live pour que à l'international, on voit où on en est, ce qu'on fait. Voilà, donc en fait, on va avoir un quartier général qui va être à la Marina aux Sablettes. Et donc, on sera installé là. Le départ sera donné juste à côté de ce camp où on pourra venir se reposer ou manger ou faire ce que nous voulons pendant le reste du temps de l'heure. Voilà, c'est ça le principe de cette course. Backyard Intra-World Team. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et ben, cette année, tous les 15, on est excités de participer à cette course parce que c'est nouveau pour nous tous. On voit même les participants, donc les hommes et les femmes qui vont concourir donc à cette course internationale. Et donc pour nous y préparer, comme aucun de nous ne l'a déjà fait, s'il y en a qu'un, il y a un Algérien qui vient de France qui a déjà participé à une course de ce type, mais tous les autres pas du tout.
Donc on a fait des entraînements ensemble et on a fait ce type de boucle avec le repos au milieu et on a fait sur différentes tranches d'heures de la journée, donc y compris la nuit, parce que bon, on ne sait pas exactement comment notre organisme va réagir. Donc vous allez vous arrêter 20 minutes, vous allez faire une petite sieste, vous allez... Si on y arrive, si on y arrive, oui. 20 minutes peut-être au début, après ça va sûrement se raccourcir, parce que l'objectif c'est quand même de ne pas rester trop au camp à se reposer, parce que bon, on va transpirer, donc on va refroidir. Donc si on reste une dizaine de minutes, ce sera suffisant. Et vous pouvez piquer une tête, vous êtes à Sablette, non? Si on a envie, c'est pas interdit, mais je doute que, oui, je doute que l'un d'entre nous le fasse, peut-être à la fin pour se rafraîchir, mais je doute qu'on le fasse pendant la compétition. Voilà. Et l'intérêt de cet événement, c'est peut-être aussi faire la promotion du sport, faire la promotion aussi de la ville d'Alger, parce que il y a eu déjà des marathons de la ville d'Alger, il y a des semi-marathons, il y a beaucoup de nouvelles formules un peu qui font la promotion de l'exercice physique et contre la sédentarité. Tout à fait, oui. Ça, c'est une course d'endurance, donc on ne va pas faire des sprints. Et effectivement, la course d'endurance, tout le monde peut la faire pourvu qu'on s'entraîne régulièrement et sur le long terme. Et vous parliez de la promotion, mais aussi c'est la promotion de la ville d'Alger, parce que je ne sais pas si vous êtes allé aux Sablettes, de là où on sera installé, on a une vue magnifique, surtout quand il n'y a pas de brume. Oui, du côté de la marina, oui, c'est oui. Fabuleux, c'est vrai. Voilà, on voit toute la baie d'Alger, on voit aussi la colline d'Alger, c'est vraiment superbe. Et moi, je trouve que cet endroit, il est magnifique. D'ailleurs, on s'y entraîne souvent, ça fait pas mal de temps. Même pour faire du vélo, c'est très adéquat. Et donc cette année, comme on s'est entraîné même la nuit, il y avait énormément de monde la nuit avec les enfants qui venaient se détendre, faire du vélo ou simplement pique-niquer. Marcher, pique-niquer, oui. Et c'est vrai que c'est un bel endroit. J'espère qu'on pourra continuer comme ça à organiser régulièrement cette compétition et d'autres éventuellement. Oui, parce que je parlais de cette manière de vendre l'image de la ville à travers le sport, à travers l'exercice physique, à travers le plugging, à travers le backyard, à travers... Il y a de nouvelles formules pour montrer une manière de style de vie aussi. Oui, et puis bon, je pense que les gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, quand ils voient ce type d'événement, ça leur donne envie. Alors moi, là, je leur dis cette fois, tout le monde ne peut pas participer pour cette édition, mais je suggère aux gens de venir nous voir, ça va les motiver, leur donner envie de se mettre à courir ou de se mettre à marcher, de bouger. C'est ça qui est le plus important en fait, surtout à notre époque. Par exemple, je peux vous dire que là, j'ai passé 2 heures en voiture pour arriver jusque-là. Donc, pour lutter contre cette sédentarité où il faut bouger dès qu'on peut. Ah oui, mouver. Et je voulais savoir, est-ce qu'avant, il y a des examens à faire, avant de commencer la course? Qu'est-ce qui est prévu, en fait, pour... Oui. Alors, tout sportif, quand il va commencer à faire du sport, quel que soit son âge d'ailleurs, il devrait passer chez le médecin pour voir si tout va bien, entre autres si son cœur fonctionne bien. Et plus on avance dans l'âge, plus c'est indispensable et plus les examens sont approfondis. Donc oui, avant de commencer à faire du sport, une visite chez le médecin s'impose. D'ailleurs, quand vous regardez à toutes les compétitions auxquelles on participe, on demande toujours un certificat médical pour voir si la personne est en bonne santé, s'il n'y a pas de risque de problème pendant qu'elle fait sa compétition, ou sa course ou son entraînement. Et ça, ce n'est pas une sanction, mais c'est bien pour nous. Ça ne veut pas dire que si on a un petit problème, on va être empêché de pratiquer du sport, pas du tout. On va adapter la pratique du sport à notre état. Et ça, c'est indispensable. Et c'est vraiment, vivement, j'encourage tout le monde à faire ça, à aller voir le médecin, le cardiologue, avant de se lancer dans un entraînement régulier, en endurance ou en résistance, peu importe.
Qu'est-ce qu'on peut ajouter par rapport au backyard? Par rapport à la backyard, à la backyard, pas au backyard, à la backyard. Oui. Ben, moi, je vous dis, je suis pressée d'y être, même si j'ai plein d'interrogations, parce qu'il va falloir s'alimenter, il va falloir boire régulièrement pour ne pas se déshydrater, il va falloir se reposer, comme vous dites, peut-être un peu dormir, je ne sais pas. Donc il y a beaucoup d'interrogations, et ça, c'est nouveau, c'est une nouvelle expérience. Mais vous êtes la pionnière du sport féminin en Algérie quand même, parmi les premières. Mais... Dès qu'on vous voit, on voit le sport en fait, quelque part. Hein. Ah merci, c'est gentil. C'est quand même mon objectif, parce que j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui pratiquent et qui pratiquent dans la durée. Parce qu'on voit parfois des jeunes faire du sport et puis après... Oui, j'ai commencé à faire un peu de footing le matin au parc zoologique. Oui. Et puis j'ai une petite... un petit rhume et puis ça y est. Vous vous êtes arrêté. Le rhume, attends, non. Alors là, ce que je peux vous conseiller quand c'est comme ça, c'est de faire des entraînements en groupe, parce que le groupe va vous porter. Vous savez que vous avez rendez-vous avec d'autres personnes qui vont faire la même chose que vous n'allez pas les laisser tomber et vous y allez. Une fois que vous y êtes, vous suivez et vous faites. Donc le groupe est très important. Oui, c'est vrai, ça c'est faire le sport en groupe, c'est quand même très très encourageant et motivant. En fait. Motivant, stimulant, et après on se crée des amitiés. D'ailleurs, toutes les personnes avec lesquelles je vais participer samedi à la backyard, je les ai connues dans le sport. Oui, maintenant aussi avec tout ce réseau qui a été tissé à travers le sport, à travers Athletic Runner, Gaia Runner, Bouchaoui Runners, et puis avec cette connotation English un petit peu, les gens vont y faire du sport de plus en plus, c'est bien parce que c'est encourageant de voir un peu partout en Algérie des petits... sur Facebook, des groupes qui font du sport, pas sur Facebook, qui font vraiment du sport. Oui, qui font vraiment du sport et qui communiquent leurs entraînements sur Facebook. C'est vrai et c'est encourageant parce que moi, personnellement, ça fait longtemps que je cours, ça fait 27 ou 28 ans que je cours régulièrement. Je me rends compte qu'il y a de plus en plus de monde qui fait du sport, ça fait plaisir. Et vraiment, j'espère que les gens continueront, quel que soit leur âge, quel que soit l'âge auquel ils commencent, c'est ouvert à tout le monde. La course à pied, c'est ce qu'il y a de plus simple. Puis le sport en famille aussi, c'est important. C'est un peu style de vie, en fait, aussi. Oui, tout à fait. Ça permet aussi de renforcer les relations, etc., de lutter contre le stress permanent qui nous guette, etc. Donc, vraiment, c'est très, très important. Et puis, bonne chance pour la backyard qui va se dérouler. Donc samedi, on commence à 13h, samedi 19, et on espère être toujours sur place dimanche, et pourquoi pas lundi, si on arrive à tenir un maximum. Donc voilà, c'est la course sans fin. Donc, bonne chance pour la backyard et bon vent. Et voilà,